Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de votre préparation au concours de magistrat financier et nous allons voir ensemble donc quelques éléments de correction sur l'épreuve de droit constitutionnel ou administratif qui a été donnée au concours de l'année 2022. Alors avant de voir plus précisément donc le sujet qui a été donné en 2022, je voudrais revenir avec vous sur les sujets qui ont été donnés au cours des 10 dernières années, donc à ce concours de magistrat financier, hein. Donc vous le savez, le programme, en gros, il est divisé en deux grandes thématiques, le droit constitutionnel et le droit administratif. Et il est vrai que jusqu'en 2020, on voyait que à chaque session, on avait une alternance entre un sujet droit administratif et un sujet droit constitutionnel. 2012, la place du Parlement, c'est du droit constitutionnel. 2014, on passe sur du contrat, donc c'est du droit administratif clairement. 2016, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on est sur du constitutionnel. 2018, on est vraiment dans de l'administratif avec la fonction publique. 2020, plutôt du constitutionnel avec la question prioritaire de constitutionnalité. Et puis 2022, les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Donc c'est un sujet, je dirais, plutôt droit constitutionnel, même s'il y a quand même une connotation de droit administratif, notamment dans les questions de contrôle de l'État sur les collectivités territoriales. Mais en tout état de cause, cette alternance droit constit une année, droit administratif la session suivante, elle apparaît plus aussi nettement. Elle n'apparaît plus aussi nettement, et d'ailleurs le jury le dit hein, dans le rapport, puisque il nous dit bien qu'il y a une absence de volonté d'alterner entre les sessions, une fois droit constitutionnel et une fois droit administratif. Donc mon conseil, c'est évidemment de ne faire aucune impasse, de ne surtout pas se dire « tiens, je ne vais réviser que le droit constitutionnel parce qu'au dernier concours, c'est tombé sur l'administratif ». Pas du tout. En plus, vous pouvez avoir un sujet comme un petit peu, c'est le cas cette année, qui est un petit peu à cheval entre les deux, ou qui en tout cas nécessite des connaissances des deux thématiques. Donc pas d'impasse, il faut absolument bien réviser les deux thématiques. Alors en 2022, donc un sujet sur les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Donc avant de voir plus en détail comment est-ce qu'on pouvait aborder ce sujet, quelques remarques sur le sujet, sur les attendus du jury. Alors déjà, vous voyez, comme les années précédentes, c'est un sujet qui n'est pas problématisé, un sujet plat, un sujet qui pourrait être un intitulé de chapitre d'un manuel de droit. Et donc la première difficulté, eh bien, ça va être de venir problématiser ce sujet hein, qui n'est pas sous forme interrogative. Et en plus, c'est un sujet très très large. Les relations entre l'État et les collectivités territoriales, vous pouvez en faire une thèse entière. Donc, une autre difficulté va être celle de vraiment bien délimiter les contours du sujet, de citer en gros les éléments les plus importants, les principaux, tout en les replaçant donc dans une analyse et une problématique. 2022, les relations entre l'État et les collectivités territoriales, c'est à la fois un sujet qui a une dimension historique, puisque forcément, on attendait de vous que vous reveniez sur toute l'historique de la décentralisation, avec les différents actes de la décentralisation, mais c'est à la fois un sujet très d'actualité, parce que en 2022 a été adoptée donc la loi dite 3DS, qui vient encore aller encore plus loin dans ce processus de décentralisation. Donc ça, c'est une autre difficulté, c'est vraiment avoir à la fois la dimension historique, mais aussi voir comment le sujet s'insère dans une actualité.
Donc ici, sur les relations entre l'État et les collectivités territoriales, il fallait bien évidemment, de manière tout à fait classique, bien définir les termes du sujet, et ce qui vous permettait de traiter le sujet dans son intégralité, hein. On le verra par la suite, mais c'était là aussi une difficulté. Et puis, enfin, je dirais dernière difficulté, qu'on retrouve assez classiquement, en fait, dans les copies de concours, c'est que, vous voyez, c'est un sujet, qui, à la lecture, n'est pas particulièrement technique, ne démontre pas, c'est pas un sujet qui comporte, par exemple, des termes techniques de droit. C'est un sujet qui presque aurait pu être donné, en culture générale, et donc c'est la difficulté de ce type de sujet, c'est qu'il faut rester très technique, il faut montrer que l'on a des connaissances juridiques pointues et surtout ne pas faire des développements comme ça très généraux sur les relations quasi politiques entre l'État et les collectivités territoriales. Donc là vraiment, on attend des connaissances techniques vraiment précises, et notamment puisque l'on est dans un concours dans un concours de magistrats financiers, c'est toujours bon de mettre dans l'épreuve de droit public des règles qui concernent tout ce qui est budgétaire ou financier. C'est toujours bien apprécié par le jury. Enfin, lorsque l'on vous lit donc le rapport du jury, on voit que l'on retrouve un petit peu les défauts classiques que l'on retrouve tous les ans dans quasiment tous les concours de la fonction publique. Donc c'est des défauts sur la forme des copies, donc il y a des développements qui sont pas aérés, ça manque de sauts de ligne, des titres qui ne sont pas mis en avant, et également un peu trop d'abréviations qui ne sont pas explicitées. Vous savez, lorsque vous mettez donc une abréviation, par exemple Code général des collectivités territoriales, effectivement, on peut tout à fait abréger ce nom de code qui est vraiment très très long. Vous commencez par l'écrire intégralement, hein, Code général des collectivités territoriales, et vous mettez donc pour la première fois, entre parenthèses, CGCT, ou ci-après CGCT. Vous refermez la parenthèse, et ensuite vous pouvez tout à fait utiliser donc ce sigle à condition que vous l'ayez dit une première fois dans son intégralité et que vous ayez donc cité le sigle entre parenthèses. Voilà, donc voilà un petit peu les remarques que l'on pouvait faire sur ce sujet. Donc voyons maintenant comment est-ce qu'on pouvait donc aborder ce sujet. Une proposition, hein, ça n'est qu'une proposition de corriger. Je vous propose donc un plan, bien sûr, classiquement en deux fois deux parties. Vous avez aussi dans le rapport du jury donc deux copies qui ont eu la note de 16 sur 20 qui sont produites. Alors je vous invite très vivement à aller les lire, et vous verrez que on ne retrouve pas exactement les mêmes choses entre ces deux copies et moi, ma proposition de corriger. Notamment la première copie, il y a une première copie qui fait une sous-partie qui est assez différente, mais vous verrez que dans tous les cas, les éléments les plus importants se retrouvent dans les trois copies, mais comme quoi, ça veut dire qu'il n'y a pas une proposition unique de corriger qu'il faudrait avoir pour avoir une bonne note, hein. Vraiment là-dessus c'est important de le dire. Je dirais la forme, la manière dont on articule les connaissances juridiques, elle est finalement un peu plus secondaire, je trouve, par rapport vraiment au fond et aux connaissances juridiques que l'on a. Le but, c'est quand même de montrer que l'on a des connaissances juridiques en la matière. Alors commençons donc par l'introduction, hein, de manière tout à fait classique. On va venir définir donc les termes du sujet. Donc là on a trois termes, État, collectivité territoriale et relations. Alors État, pas de difficulté particulière, hein. L'État, alors en gros c'est l'administration centrale, hein. Alors surtout ça n'est pas l'État au sens de la conception philosophique de l'État, de la souveraineté d'une nation, etc. C'est pas du tout ça. On est vraiment terre à terre. Donc là, ce sera l'État au sens de l'administration centrale.
des services centraux, hein, et on peut tout à fait, dès le stade de l'introduction, distinguer déjà la décentralisation et la déconcentration. Hein. Parce que lorsque l'on a un sujet type les relations entre l'État et les collectivités territoriales, derrière l'État, on a l'administration centrale et la déconcentration, et derrière les collectivités territoriales, on a la décentralisation. Donc à mon sens, c'était tout à fait possible de commencer déjà dans l'introduction à distinguer donc ces deux notions. Ensuite, il fallait définir collectivité territoriale. Alors là, évidemment, on a les trois classiques, hein, la commune, le département et la région, mais surtout, il ne fallait pas oublier les collectivités d'outre-mer et les collectivités à statut particulier comme la Corse. On pouvait, et on devait même, en tout cas au moins dans le stade de l'introduction, on pouvait aussi inclure les établissements publics de coopération internationale, hein, les établissements publics de coopération intercommunale. Tout ce qui est donc les communautés de communes, etc., etc. Ça peut tout à fait s'inscrire ici dans le terme de collectivité territoriale, hein, donc vraiment un terme à retenir au sens large, et je pense que les copies qui ne se sont pas limitées à citer les trois collectivités territoriales que l'on connaît tous, elles ont dû être valorisées donc dans leurs notes. C'est toujours bien, je trouve, d'avoir des connaissances sur les collectivités, alors soit à statut particulier, soit outre-mer. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste des collectivités d'outre-mer. C'est vrai que c'est un droit assez spécial, hein, qui est largement dérogatoire, mais a priori, votre correcteur, lui, ne sera pas spécialiste de l'outre-mer. Donc, c'est pas la peine d'avoir énormément de connaissances. Par contre, ayez les connaissances, je dirais, des éléments principaux. Je pense notamment, un exemple qui est toujours très bien à citer dans une copie, c'est la question des lois du pays, hein, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie. Ça, même si le correcteur n'est pas spécialiste, il a entendu parler, et c'est quelque chose que l'on retrouve assez peu dans les copies des candidats. Et donc, c'est vraiment un élément qui peut faire la différence et qui peut vous rapporter beaucoup de points, alors même que, je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances, simplement les éléments principaux, hein, de spécificité de ces collectivités d'outre-mer. Voilà, donc ça c'est pour la définition de collectivité territoriale, et ensuite il nous reste relation. Alors évidemment, c'est pas le terme relation en tant que tel qu'il faut définir, hein, mais relation, ça nous donne une indication sur le sens du sujet, la manière dont il doit être traité. On aurait tout à fait pu avoir un énoncé qui serait l'État et les collectivités territoriales. Là, on a un petit peu plus précisé, on a dit les relations entre l'État et collectivités territoriales, et ce qu'on entend par relation, c'est est-ce que il y a un équilibre ou un déséquilibre entre les deux? Est-ce qu'il y en a un qui va dominer l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui va contrôler l'autre, hein? C'est de manière tout à fait classique, donc que l'on va l'aborder, et surtout, ne jamais faire dans ce type de sujet, ne jamais faire grand 1 l'État et grand 2 les collectivités territoriales. Même si vous avez un sujet qui est l'État et les collectivités territoriales, il faut surtout pas faire grand 1 l'État, grand 2 les collectivités territoriales. Absolument pas. Le terme de « et » ou le terme de « relation » indique bien qu'on ne veut pas connaître leurs spécificités à chacun dans leur coin. On veut vraiment voir comment est-ce qu'ils s'articulent entre les deux, quels sont les rapports entre les deux, quels sont les déséquilibres ou les équilibres entre les deux. Donc voilà pour la définition des termes du sujet. Ensuite, je vous disais, vous pouviez faire déjà à ce stade, mais assez rapide, un historique en fait sur les différents actes de la décentralisation. Maintenant, il faut quand même en garder un petit peu pour les développements, à mon sens. S'agissant du contexte et de l'intérêt du sujet, alors posez-vous toujours la question pourquoi est-ce que le correcteur me pose ce sujet, cette question, qu'est-ce qu'il veut que je lui dise, à quoi ça sert, en quoi c'est intéressant. Et vous avez donc ici un sujet, je dirais, d'opposition entre deux notions, hein, avec les relations entre deux entités.
Donc on peut, bien évidemment, même on doit s'orienter vers un plan classique en oui mais. Oui mais, c'est-à-dire ça va être quelque chose du genre, oui, les collectivités territoriales sont autonomes, oui, elles bénéficient de la libre administration, mais néanmoins, il reste quand même un certain contrôle de l'État. Donc, une première partie vraiment de principe, donc à mon sens une première partie sur le principe de libre administration des collectivités territoriales. Déjà au stade de l'introduction, à mon sens, il fallait citer l'article 72 de la Constitution donc, et ce principe constitutionnel. Donc là, c'est le principe. Oui, elle s'administre librement, mais néanmoins, l'État n'est pas totalement absent. On n'a pas non plus coupé tous les liens avec l'État, même si on a eu un mouvement d'autonomisation, de décentralisation des collectivités territoriales. D'ailleurs, mouvement qui n'est d'ailleurs pas terminé. Hein. Même s'il y a eu ce mouvement, l'État n'a pas non plus totalement coupé les vannes. Donc, je vous propose une problématique qui est dans quelle mesure l'État maintient un contrôle sur les collectivités territoriales malgré leur libre administration, et de manière tout à fait classique, une première partie sur un principe de libre administration des collectivités territoriales qui permet de garantir leur autonomie vis-à-vis de l'État, mais néanmoins, on va venir nuancer dans une seconde partie en disant qu'il reste un certain contrôle de l'État sur les collectivités territoriales. Après, tout dépend, vous pouvez habiller ce plan avec des titres différents, voire même inverser les deux parties, même si, à mon sens, il vaut mieux commencer par le principe de libre administration pour venir nuancer, mais c'est ce type de plan, ce type d'analyse qu'on recherche toujours. Hein, lorsque vous avez une opposition entre État et collectivité territoriale, c'est toujours ça. Une certaine autonomie des collectivités qui n'a cessé de croître, mais néanmoins, il reste toujours un lien avec l'État. Donc voyons tout d'abord dans une première partie le principe de libre administration des collectivités territoriales qui permet de garantir leur autonomie vis-à-vis de l'État. Donc une première sous-partie sur la garantie constitutionnelle du principe de libre administration des collectivités territoriales. Hein, donc on rappelle l'article 72 de la Constitution. Donc je vous ai en partie cité. Donc cette libre administration des collectivités territoriales, elle a bénéficié d'une garantie constitutionnelle depuis une décision du Conseil constitutionnel de 1979, Nouvelle-Calédonie. Ensuite, on pouvait également citer la décision de 2010, Commune de Dunkerque, dans laquelle le Conseil constitutionnel a estimé que la libre administration des collectivités territoriales était invocable dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. Donc là, rappelez que l'article 61-1 de la Constitution limite le champ d'application de la QPC à un droit ou une liberté garantie par la Constitution. Eh bien, la libre administration des collectivités territoriales, c'est une liberté garantie par la Constitution au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Également, dans une décision de 2001, le Conseil d'État lui a considéré que la libre administration des collectivités territoriales était une liberté fondamentale au sens de l'article L521-2 du Code de justice administrative. Donc dans le cadre du référé liberté, notamment une collectivité est tout à fait recevable à invoquer la méconnaissance donc, de ce principe de libre administration des collectivités territoriales. Et donc à saisir le juge du référé liberté qui se prononcera dans un délai de 48 heures. Alors, qu'est-ce qu'on entend par principe de libre administration des collectivités territoriales, une fois qu'on a cité son niveau dans la protection des libertés, dans la hiérarchie des normes? Eh bien, c'est une autonomie vis-à-vis de l'État, bien évidemment,
Mais c'est aussi une autonomie vis-à-vis d'autres collectivités territoriales, puisque l'article 72 le dit, aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Donc il était important de rappeler cette double autonomie vis-à-vis de l'État et des autres collectivités territoriales. Également, l'article 72-2 de la Constitution nous rappelle donc l'autonomie financière des collectivités territoriales. Là encore, on est dans un concours de magistrats financiers, donc c'est toujours intéressant de glisser un élément sur le côté financier et budgétaire. Évidemment, l'autonomie des collectivités territoriales ne peut pas être complète si elles n'ont pas une autonomie budgétaire, si elles dépendent financièrement de l'État. Donc qu'est-ce que ça recoupe, cette autonomie financière des collectivités? Eh bien, elle dispose d'un budget propre et de ressources suffisantes donc pour mettre en œuvre ce budget. Et notamment, il y a une obligation pour l'État de leur transférer de nouvelles ressources lorsque l'État transfère de nouvelles compétences aux collectivités territoriales. Voilà, donc une première sous-partie sur la garantie constitutionnelle du principe de libre administration. Ensuite, on peut faire une seconde sous-partie sur une évolution historique. Alors, il était aussi possible d'inverser ces deux sous-parties. Je vous disais en introduction, on peut déjà dire qu'on a eu un mouvement, une évolution vers un accroissement de l'autonomie et des compétences des collectivités territoriales, mais il faut quand même en garder pour des développements, parce qu'on peut faire des développements presque à n'en plus finir sur cette historique. Donc là, j'ai retenu en fait les trois actes, ce qu'on appelle les trois actes de la décentralisation. Donc la loi du 2 mars 1982 qui vient supprimer la tutelle du préfet, même s'il reste un certain contrôle du représentant de l'État que l'on verra dans une seconde partie. Ensuite, la loi constitutionnelle donc, du 28 mars 2003 est venue compléter la Constitution, ça c'est quand même très important. On a rajouté à l'article 1er de la Constitution que l'organisation de la France est décentralisée. Également, on a complété l'article 72 de la Constitution avec la possibilité donc de l'expérimentation. Donc les collectivités territoriales peuvent déroger à titre expérimental aux dispositions législatives et réglementaires. On pouvait ensuite venir expliquer ce que ça recouvrait que cette expérimentation. Et puis également, article 72-1 de la Constitution, on a le référendum local. On a ensuite ce qu'on a appelé l'acte 2 de la décentralisation qui renvoie donc à la loi MAPTAM et à la loi NOTRe. Donc la loi de 2014 de modernisation de l'action publique et des territoires et d'affirmation des métropoles. Et puis l'année suivante, la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Qu'est-ce qu'elles viennent faire, ces deux lois? Eh bien, elles viennent encore accroître les compétences qui sont transférées aux collectivités, mais elles viennent surtout clarifier les différentes compétences entre les trois grandes collectivités, donc la commune, la région et le département. Alors, lorsqu'on va dans le détail de ces lois, c'est extrêmement complexe, c'est très détaillé. Donc là, il n'était pas la peine de connaître avec précision et en intégralité ces deux lois, mais en gros, ce qu'on peut retenir au niveau de la répartition des compétences entre les trois communes, c'est que la région, elle est surtout compétente au niveau du développement économique, ça vient notamment de l'Union européenne, puisque l'échelon régional, alors c'est la région en France, mais ça va être par exemple les Länder en Allemagne ou les communautés autonomes en Espagne. Le niveau régional, c'est celui qui est choisi par l'Union européenne pour le développement économique. Lui, le département, il va beaucoup se concentrer sur tout ce qui est aide sociale. Et enfin, la commune, elle a une compétence notamment en matière d'urbanisme. C'est aussi le cas en matière de police administrative. Alors, mentionnons que la loi MAPTAM a mis en place la clause générale de compétence donc, pour les départements et les régions, mais la loi NOTRe a supprimé cette clause générale de compétence.
pour le département et la région. Et donc aujourd'hui, seule la commune dispose donc de cette clause générale de compétence. Et puis on peut aussi citer, puisque c'était d'actualité, donc la loi 3DS du 21 février 2022. Alors voyons maintenant, donc dans une seconde partie, on va venir un petit peu nuancer ce qu'on a dit dans une première partie. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'autonomie pour les collectivités territoriales, il y a un mouvement qui va venir renforcer donc leurs compétences et l'autonomie, mais néanmoins, il reste un contrôle de l'État sur les collectivités territoriales. Alors, je vous propose de le faire en deux sous-parties, enfin deux thématiques, mais là aussi, il était tout à fait possible de retenir un plan différent. Moi, j'ai retenu d'abord le contrôle des actes et ensuite le contrôle du budget, parce que je trouvais ça intéressant dans le cadre d'un concours de magistrat financier de faire une sous-partie consacrée au budget des collectivités territoriales, puisque c'est quand même une compétence, une activité très importante d'un magistrat financier. Donc commençons par voir le contrôle des actes des collectivités territoriales. Donc on rappelle, la loi de 82 a supprimé la tutelle du préfet, mais néanmoins il exerce quand même un contrôle de légalité. Et ce contrôle de légalité, il est notamment prévu par l'article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales. Donc il y a une obligation pour les collectivités de transférer certains actes, les plus importants, notamment les délibérations, mais aussi tout ce qui est les contrats d'agents publics. Donc, tous ces actes doivent être transmis au préfet pour qu'il exerce un contrôle de légalité. Et s'il estime qu'un acte est illégal, eh bien, il peut le déférer au tribunal administratif. Et il peut en plus assortir donc ce recours au fond. Généralement, il va faire un recours en annulation, mais il peut aussi l'assortir d'une demande de suspension, donc un référé suspension, sachant que, alors de manière classique, en référé suspension, on a deux conditions, l'urgence et le doute sérieux. Le préfet, lui, comme il est un requérant privilégié, il n'a pas à démontrer le caractère urgent, mais seulement le doute sérieux sur la légalité donc de l'acte déféré. Et puis on pouvait également citer ce qu'on appelle le déféré laïcité, qui a été créé par la loi séparatisme de 2021, lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuel, le président du tribunal, pardon, c'est pas sur le déféré laïcité, c'est sur le déféré liberté fondamentale. Donc lorsque l'acte est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, dans ces cas-là, le tribunal administratif se prononce dans un délai de 48 heures. Et également, on pouvait aussi donc citer le déféré laïcité, donc lorsque l'acte en question méconnaît la laïcité. Voilà. Donc ça, c'est le contrôle du représentant de l'État, du préfet. Et puis, vous avez de manière tout à fait classique, en fait, le contrôle du juge administratif sur les actes, mais aussi sur la responsabilité des collectivités territoriales. Là, il n'y a pas de connaissances particulières, enfin si ce n'est que c'est la compétence du juge administratif de manière tout à fait classique. Comme il est compétent pour contrôler les actes des administrations centrales, il est aussi compétent pour contrôler les actes des collectivités territoriales. Et puis je vous propose donc de faire une dernière sous-partie sur le contrôle budgétaire des collectivités territoriales. Et il existe des cas donc où les collectivités n'ont pas correctement adopté leur budget, et donc dans ces cas-là, le préfet ou le comptable de la collectivité, mais c'est généralement plutôt le préfet, va saisir la chambre régionale des comptes,
qui va en fait se substituer. Alors c'est soit le préfet, soit la CRC qui va se substituer à l'organe délibérant de la commune, dans des cas en fait où la collectivité eh bien, n'a pas fait les choses correctement. Donc soit lorsqu'elle n'a pas adopté son budget dans les délais, hein, donc qui est le 15 avril de mémoire, lorsqu'elle a voté un budget mais qui n'est pas en équilibre, lorsqu'il y a un déficit de l'arrêté des comptes, et enfin lorsqu'elle n'a pas inscrit une dépense qui était obligatoire. Donc dans ces cas-là, en fait, on va avoir soit le préfet, soit la CRC qui vont se substituer à la collectivité territoriale qui donc n'a pas correctement, régulièrement adopté son budget. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en résumé sur ce sujet, sur les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Donc si vous avez un sujet comme ça qui met en balance les collectivités territoriales et l'État, mon conseil, c'est toujours de voir que oui, il y a un mouvement de décentralisation, d'autonomisation des collectivités territoriales, mais que pour autant, l'État n'est pas totalement absent et il maintient un certain contrôle sur les collectivités territoriales.